ce que je vous propose maintenant, c'est une table ronde consacrée donc aux coopérations internationales entre journalistes de l'écologie. Dans la mesure où l'écologie est quand même une question globale, c'est vrai que cette question de la coopération entre journalistes, de circulation de l'information et de coopération semble assez évidente. Nous avons le plaisir d'accueillir Valentin Thurn, qui a cofondé la Fédération internationale des journalistes de l'environnement, Claude-Marie Vadreau, grand reporter et ancien président des JNE, Cécile Chilis-Gallego, qui représente le collectif Forbidden Stories, et Aude Massiot, qui est journaliste à Libération et qui nous parlera du projet Covering Climate Now. Et donc ce que je proposais aux quatre intervenants, c'est de décliner la discussion autour de trois thèmes. Une réflexion tout d'abord sur le journaliste en tant que passeur d'alerte environnementale d'un espace national vers l'autre, avec donc la question des modalités et des limites. Et des limites éventuelles qu'ils ont rencontrées. Donc il s'agit à la fois de rapporter des expériences, la parole est très libre, éventuellement de soumettre des questions et surtout de discuter entre vous et avec l'Assemblée. Donc voilà, est-ce que quelqu'un parmi vous souhaite prendre la parole dans un premier temps sur cette question du passeur d'alerte environnementale d'un espace national à l'autre, vers l'autre? Oui, allez-y. Ouais. Oui, c'est bon. Merci. Bonjour. Donc, moi, je suis ici, je pense, pour le dernier projet qu'on a fait, qui s'appelait Green Blood et qui était sur, en gros, les dangers. Le principe de notre organisation, c'est qu'on reprend les enquêtes de journalistes qui ont été assassinés ou menacés ou censurés. Et pour notre dernier projet, du coup, on s'est retrouvé à s'intéresser aux journalistes environnementaux en se disant que dans beaucoup de pays, c'était un thème qui était très compliqué à couvrir pour les reporters sur place. C'est très dangereux, beaucoup plus que ce qu'on peut s'imaginer en France et dans d'autres pays occidentaux. Et du coup, on s'est retrouvé à à s'intéresser aux enquêtes environnementales de journalistes au Guatemala, en Tanzanie et en Inde. Et on s'est vraiment rendu compte qu'il y a beaucoup de sujets de l'écologie qui sont des petits sujets au niveau international qui ne seraient jamais couverts par des journaux si c'était simplement l'histoire d'un lac au Guatemala qui est pollué par une mine de nickel, que le fait de le faire sous forme de collaboration, ça donnait vraiment une force de frappe supérieure et ça permettait d'avoir une au Canada sur ce sujet-là, la une d'un grand journal, d'avoir une dans le Guardian, d'avoir 2 pages dans Le Monde qui sont consacrées à ces sujets-là, qui sont finalement des sujets qui concernent bien plus que les peuples indigènes au Guatemala qui étaient directement affectés par cette question. Et qu'il y avait vraiment une valeur ajoutée à collaborer internationalement sur ces sujets-là, parce que en vrai, jusqu'à présent, c'était pas des sujets qu'on a découverts nous. Personne n'était au courant de la pollution et nous on l'a découvert. C'était des choses qui étaient connues mais qui étaient publiées que dans des journaux très très locaux ou qui avaient été oubliés depuis 5-10 ans, et que d'en faire une collaboration où des journalistes anglais, français, espagnols s'emparent du sujet comme étant un sujet d'intérêt pour leurs lecteurs, ça a donné une dimension différente. Et concrètement, cette collaboration, elle fonctionne comment ? Alors l'idée, c'est que nous, on rassemble un groupe de journalistes de différentes rédactions qui vont enquêter ensemble. Donc sur chaque sujet, je pense qu'il y avait une dizaine de rédactions, dont la rédaction locale. Donc pour l'exemple, en Tanzanie, il y a énormément de censure, donc c'est plus compliqué parce qu'il y a très peu de journalistes qui enquêtent
du fait de l'impossibilité de publier. Mais au Guatemala, il y avait le site... Ah, pardon. Le site Prensa Comunitaria, qui est donc un site d'enquête d'actualité de Maya au Guatemala, qui travaille avec nous, qui nous ont amené le sujet en disant qu'eux, ils étaient extrêmement menacés. Un de leurs reporters vivait caché depuis 1 an. Un autre avait été arrêté, était allé pendant 1 mois dans une prison, a fini par renoncer à être journaliste parce que ça a été trop dur. Et qu'en gros, il y avait cette pollution du lac Izabal, qu'il soupçonnait être causée par la mine de nickel qui était dans la région. Et en gros, eux, ils nous amènent le sujet et nous, on enquête avec des moyens qu'on a et qui n'ont pas, de recherche open source, par exemple, ou des techniques que eux, ils n'ont pas forcément les compétences en interne. Nous, on n'a pas forcément non plus les compétences en interne, mais du coup, on trouve des gens pour travailler là-dessus. Et on a des journalistes aussi étrangers qui viennent et qui travaillent avec eux sur place pendant plusieurs semaines. Alors, au total, l'enquête elle dure 1 an, mais on est sur place que pendant quelques semaines. Et ça permet aussi de faire beaucoup plus réagir et d'obtenir beaucoup plus de choses sur place, parce que du coup, les pêcheurs qui étaient très affectés ont l'impression que les choses se passent enfin et que les gens s'intéressent au sujet. Le ministre se sent obligé de parler et de donner des entretiens. Il y a possibilité de visiter la mine, donc ça ouvre aussi des portes, le fait qu'il y ait une attention internationale à ce moment-là sur le sujet. Merci beaucoup. Vous voulez intervenir sur ce sujet ou... Je peux savoir quelque chose de plus général. D'accord. Valentin, vous voulez intervenir? Oui, je prends celui-là, très bien. Bonjour. D'accord. Maintenant, ça doit marcher, merci. Je suis Valentin Tourne. Malheureusement, je ne suis pas espagnol comme Karine m'a présenté, mais bon, on peut peut-être deviner selon mon accent que je suis allemand. Je vis à Cologne où dans le moment où j'ai une petite boîte de production, donc je travaille surtout avec l'audiovisuel. Mais comme je viens du journalisme écrit et radio, donc c'est les mêmes thèmes que je continue à faire, et si j'ai toujours une vue un peu plus, c'est pas seulement franco-allemand. Quand je travaille pour Arte, c'est bien sûr qu'il faut avoir un peu le point de vue des spectateurs français en tête, mais c'est vraiment une perspective européenne qu'on comprend, et on fait un choix de sujet qui est beaucoup plus large que pour nos chaînes nationaux, heureusement, je trouve. Et on peut découvrir des faits comme voilà, les Français utilisent 3 fois plus de sédatifs que les Allemands. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est un fait qui est étonnant qu'il faudrait suivre. Mais surtout, moi je suis surtout, j'ai fait dans ma vie professionnelle, j'ai fait un choix de me concentrer sur des thèmes écologiques de l'économie durable, disons, où ça fait vraiment, il s'agit surtout de chercher des solutions dans d'autres pays. Par exemple, quand on a fait quelque chose sur le changement en agriculture, il y avait un projet en France qui était beaucoup plus avancé en permaculture qu'ailleurs. Vous le connaissez peut-être, Bec et Loin, en Normandie. Donc, c'était bien clair qu'on va filmer là-bas. Ou si on fait quelque chose sur les subventions agraires, là, il faut aller à Bruxelles et voir quelles sont les forces derrière ce système destructif, je disais, parce que c'est vraiment un des plus grands destructeurs de nature qu'on a en Europe, et ça continue. Et le moment où il faut, pour nous, où il faut un soutien, une collaboration internationale, ce sont des thèmes un peu délicats
où même la connaissance de la langue ne suffit pas à entrer dans à obtenir des informations. Par exemple, je viens de faire déjà, on l'a fait il y a 20 ans, on a fait la première recherche sur les armes à base d'uranium appauvri. Je ne sais pas si vous connaissez, ce sont ceux qu'on a utilisés en Irak, au Kosovo. Et voilà, maintenant, ma femme qui est présente là-haut, qui est avec moi aujourd'hui, elle continue ce travail. Et c'est certain qu'avec les sources qu'on a chez nous en Allemagne, c'est très pauvre. Donc, elle a, dès le début, elle a commencé à chercher des sources en Italie surtout, au Kosovo même, c'est certain, mais aussi en France, si un parmi vous est intéressé à ce thème, il y a des soldats français concernés aussi, qui étaient sur site, qui devraient être malades. Ce n'est pas seulement les Italiens. Les Allemands, comme il paraît, ils ne deviennent pas malades selon les sources officielles, mais bon. C'est un des thèmes où vraiment il faut un réseau international, où sinon ça devient de plus en plus exigeant, parce que le dernier film que j'avais fait sur les voitures électriques qui ont on a une idée que c'est la solution pour tous nos problèmes de mobilité, mais enfin on oublie toujours d'où vient la matière prime pour les batteries. Donc on a filmé en Argentine, on a travaillé avec des collègues de là-bas, parce que sinon on n'aurait pas pu être sur place quand les indigènes dans les Andes ont fait leur démonstration. Et maintenant, on travaille avec un journaliste portugais, parce que les premières mines arrivent en Europe. Alors les mines de lithium, c'est bien ? Lithium. Ouais, voilà. On commence à faire, et c'est les gisements les plus grands en Europe, c'est au Portugal. Voilà. Ça, c'est rapport Arte, donc vous auriez la possibilité de le voir en France aussi. Donc je vois, pour mon travail de tous les jours, c'est devenu de plus en plus important de travailler avec des collègues d'autres pays. Et un peu plus difficile, c'est quand je fais des documentaires pour le cinéma, même avec des projets assez bon, j'avais un grand succès avec Taste the Waste, un documentaire sur le gaspillage d'aliments en 2011. C'était le premier grand film sur ce sujet. Mais de passer d'un côté du Rhin à l'autre côté, en cinéma, c'est un peu plus difficile, car chez nous, c'était un succès commercial même. Ici, pour le mois, il y avait Alimentaire qui a fait une centaine de présentations en France. Mais ce n'était pas vraiment, disons, connu. Il y avait une chose qui est connue, et là je finis avec ma petite présentation. On avait fait un film de ciné. Si c'est bien fait, on fait une petite campagne pour le lancer, et on a créé, dans ce cas, un modèle qui, ici en France, est peut-être connu sur le nom Disco Soup. Vous connaissez Disco Soup, c'est connu, voilà. Alors, c'était un modèle qu'on a créé pour le lancement de mon film à Berlin. Et maintenant, à partir d'un autre nom et à partir des activistes français, c'est un peu, c'est devenu mondial. Et pour moi, c'est une chose qui me rend heureux, parce que avec des idées qui viennent dans un moment juste, qui sont appropriées pour parler avec un public qui s'intéresse au sujet.
ça peut se répliquer mondialement. Voilà, merci. Merci à vous. Claude-Marie Vadreau. Oui, je comprends ce que veut dire Valentin, que je connais depuis longtemps, puisque par exemple, je me suis intéressé au Kosovo, non pas pour les problèmes environnementaux, mais tout simplement parce que j'ai suivi la guerre qui s'y est déroulée entre l'Ouest et l'Est, si on peut dire ça simplement. Mais pour moi, c'est une exception. C'est vrai que j'ai donné des infos, notamment mesurer des radioactivités sur des chars troués par des munitions à uranium appauvri, mais je n'en ai pas fait d'article. Pourquoi ? Parce que la question qui nous est posée me gêne un peu. Le journaliste est par définition un schizophrène. C'est-à-dire qu'il veut bien savoir des choses, mais partager, c'est pas toujours facile. Et c'est pas facile, pourquoi ? Parce qu'il a un patron, il est salarié, on ne lui interdira pas de publier quelque chose, ça m'est jamais arrivé, moi, dans les journaux que j'ai fréquentés, mais si on trouve le même papier, les mêmes infos dans le journal d'à côté, le rédacteur en chef, il fera un peu la gueule. Donc, c'est pas simple de partager les informations avec les autres. Alors, ça peut se faire sur des cas réduits. Par exemple, il y a un endroit qui, pour moi, a été est toujours d'ailleurs, une source d'information internationale. Ce sont les conférences sur le climat ou les conférences sur l'environnement. Parce que là, je rencontre d'autres confrères qui ont étudié tel autre problème et auxquels je donne des informations, et ils me donnent des informations sur des sujets que nous ne connaissons pas. Et je veux prendre comme exemple, et j'en terminerai après, la conférence de Stockholm en 1972. Je suis arrivé là-bas, jeune journaliste, envoyé par mon journal. Cette conférence, c'était la première conférence sur les problèmes d'environnement et de protection de la nature. Et j'arrive là-bas, je parle avec des confrères, pas beaucoup des Français d'ailleurs, parce qu'ils s'en foutaient de la nature à cette époque. Et je découvre ce qui se passait à Minamata, au Japon. Je découvre ce qui se passait dans les mines en Amérique du Sud. Tous ces gens me racontaient des histoires qui, à l'époque, ne passaient pas par Internet et pour lesquelles il fallait rencontrer les gens. Et c'est pour ça que depuis ce jour-là, et j'irai encore à la prochaine conférence, peut-être pour la dernière fois, qui va se tenir sur le climat à Santiago du Chili, c'est là qu'on apprend des choses. C'est là que se trouve une involontaire coopération internationale entraînée par le système de l'ONU. L'ONU n'aime pas qu'on raconte des tas d'histoires des autres pays. Mais à partir du moment où ils ont accrédité 250 ou 300 ou 500 journalistes, eh bien, ils se parlent. Ils sont, lui, souvent, dans ces grandes conférences, ils se parlent, ils se racontent des histoires. Et c'est pour moi la seule coopération qui m'ait été utile et qui a donc été utile aux autres confrères. Je n'aurais jamais parlé dans mon quotidien de l'époque des empoisonnements dans la baie de Minamata si un confrère japonais ne me l'avait pas raconté. Voilà. Merci beaucoup. Aude, est-ce que vous voulez intervenir ? Là c'est bon, vous m'entendez, oui. Alors bonjour, donc moi je travaille pour Libération et je suis là pour vous parler de Covering Climate Now, qui est en fait un projet qui a vraiment pris vie en septembre dernier à l'occasion du sommet spécial de l'ONU sur le changement climatique qui est organisé à New York le 23 septembre et qui a été initié par The Nation aux États-Unis et le Columbia Journalism Review. En fait, leur objectif qui était de faire que le changement climatique ne soit pas couvert par les médias à travers le monde comme un énième sujet au même niveau que les autres, mais de lui donner plus d'importance et de bien montrer au public que ce sujet il est censé être central
et transversale dans tous les autres articles, enfin la grande majorité des autres articles qui sont traités dans nos médias. Et donc ce qu'ils ont voulu faire, ce qu'ils ont lancé en septembre et auquel nous on a participé, c'est finalement 300 médias ont participé à ça, c'est qu'ils ont demandé à tous les médias qui étaient volontaires pendant une semaine de s'engager à écrire plus ou faire plus de télé ou de radio sur ces sujets-là, avec une liberté totale, éditoriale bien sûr, sur les formats. Et ce qui est un peu différent, donc c'est pour ça que j'étais pas forcément à l'aise avec le sujet de la table ronde, c'est que j'ai pas eu de contact direct en fait, à part avec le fondateur qui est Mark Hertzgaard, qui est le journaliste qui s'occupe du climat à The Nation. J'ai pas eu de contact direct avec les autres journalistes qui ont participé à ce projet. Mais bon, j'ai l'impression qu'en tout cas, leur but, c'est qu'ils prennent de l'importance et que justement, on puisse créer des synergies entre les différents médias, qu'ils soient anglophones, francophones, hispanophones, arabophones, même nippons, qui ont participé à ce projet, et qu'on arrive peut-être à former des collaborations concrètes. Et moi, notamment, c'est quelque chose que j'aimerais faire justement pour la COP de décembre, réussir à monter peut-être une collaboration avec différents médias européens pour réussir à faire des projets d'enquête liés au changement climatique, parce que c'est vrai que je pense que c'est ce que montre aussi dans Forbidden Stories, enfin, Cécile dans Forbidden Stories, c'est que nous, ce qui nous manque, c'est les moyens humains pour pouvoir faire de l'enquête de long terme, vu qu'on est pris en permanence par l'actualité, et avoir justement cette collaboration internationale où permettrait d'avoir une plus grande force de frappe et peut-être des sources totalement différentes et des points de vue différents pour réussir à faire des enquêtes conséquentes. Merci beaucoup. Donc, de la conférence de Stockholm, où on a des échanges interpersonnels, à Internet qui devient un moyen aussi de mettre en relation des journalistes, on voit bien qu'il y a une évolution, en tout cas du point de vue matériel, sur les relations entre ces journalistes. Et peut-être justement, ça nous permet d'en venir à notre deuxième thème de discussion, sur la question des évolutions concernant cette coopération internationale à l'échelle de votre carrière, qui est plus ou moins longue forcément. Est-ce que vous avez des choses à dire justement sur ce qui a changé dans cette coopération, qu'est-il advenu de cette fédération? Ça nous intéresserait d'en savoir un petit peu plus, et je me tourne plutôt vers vous qui avez une plus longue carrière, a priori, tous deux. Ça va, ça y est, c'est bien. Bien, je vais redire un peu la même chose que tout à l'heure. On ne peut pas parler de coopération, sauf pour des grandes affaires. Pourquoi? Parce que c'est un métier de solitaire, le journaliste. Quand je vais écrire tout seul. Quand je vais interviewer pour une radio, je vais interviewer tout seul. C'est des choses qui ne se partagent pas, à tort ou à raison. Parce que je disais tout à l'heure que mon rédacteur en chef n'aimerait pas voir le même papier avec les mêmes infos dans le journal concurrent. Mais c'est valable aussi pour les pigistes. Les pigistes qui sont de plus en plus nombreux dans cette profession. Eh ben, faut qu'ils proposent quelque chose d'exclusif. Pas le même papier qu'on va trouver dans l'AFP. Alors, pendant longtemps, on ne louait même pas les mêmes bagnoles avec les autres journalistes. Quand on partait dans un conflit ou sur un spot environnemental ou bien à Tchernobyl, par exemple. Alors, ça a évolué, ça, maintenant. Ça a évolué, c'est-à-dire que, bon, on loue des bagnoles à plusieurs, parce que les journaux n'ont plus un rond. C'est aussi ça. On loue des voitures à plusieurs en faisant attention. Bon, on mettra un journaliste de presse écrite à côté d'un journaliste télévisé ou d'un journaliste radio. Comme ça, la concurrence sera moins frontale. Mais c'est la seule chose qui a évolué. Même quand je vais à une conférence sur le climat, je ne vais pas faire un interview collectif du responsable français du GIEC. Je me le garde dans un coin. C'est humain et c'est plus efficace.
Il faut comprendre notre métier. On n'est pas là pour faire de la pub au malheur du monde. On est là pour travailler et raconter des histoires, comme je vous le disais ce matin. Donc, ça peut évoluer. Et fort heureusement, jusqu'à notre disparition probable un jour, quand il y aura des robots journalistes. Alors, Valentin, c'est pareil, donc chacun a travaillé dans son coin dans cette fédération. Non, je suis vraiment opposé à ce que tu dis, mais peut-être c'est une autre manière de travailler parce que tu as plutôt fait de l'actualité, tu as été sur le front, quoi. Donc là, c'est vraiment être le premier, mais si on fait des reports sur les fonds, sur les connexions qu'on a, c'est peut-être vraiment autre chose, parce que mon rédacteur en chef s'en fout s'il y a des reports dans d'autres pays sur le même thème. C'est vrai que c'est pas bien qu'il y a une concurrence dans le pays où ça est reporté, mais sinon, c'est certain que le monde de télévision, c'est toujours un travail en équipe. Donc pour nous, ça n'a pas changé grande chose. Moi, je crois que le plus des thèmes sont complexes, le plus on a besoin d'échanges avec des collègues. Et c'est devenu, parfois, avec je mentionnais subventions agraires, les histoires les articles qui ont été les meilleurs, c'était un échange entre une équipe européenne qui vraiment a analysé les dates et que ça n'aurait pas possible pour une seule personne. C'est trop de travail, c'est trop compliqué. Voilà, chez nous, je dis ça en même temps, chez nous, l'association, voilà, félicitations pour les 50 ans, c'est incroyable. Chez nous, on n'a pas fait beaucoup plus d'une décade. Il y avait, dans les années 90, il y avait même 2 associations, une qui était un peu plus proche aux entreprises, une qui était plus activiste, disons. Mais ils sont tous les deux, ils sont disparus. Il y en a beaucoup de pays où ça existe encore, et j'ai une thèse que c'est surtout dans l'Amérique, mais aussi beaucoup d'autres pays. Il y a une nécessité de travailler ensemble, d'avoir un échange beaucoup plus fort que chez nous en Allemagne. Mais c'est une explication qui n'a pas de... C'est pas scientifique, bien sûr. Dans ce temps où on a créé la FIGE avec Nicole Leroy notamment et d'autres gens d'ici, des JNE, ça c'était début des années 90, je crois. 93, oui, c'était c'était formidable, c'était un apprentissage culturel, tous les congrès, on avait aussi des modèles de journalisme assez différents. Les journalistes d'Asie, qui se sentent plutôt comme des éducateurs du peuple, qui délivrent de la connaissance qui n'était pas là, où il y avait aussi une manque d'informations fiables. Chez nous, on est submergé par des informations, il faut plutôt chercher mais quand même, c'était bien d'apprendre comment ça fonctionne, c'était bien de voir un peu la différence. Pour moi, c'était un peu dommage de voir que notre association a cédé de fonctionner, mais il faut dire en même temps les thèmes d'écologie et d'environnement apparaissent sur
la page 1, même dans la partie économique des journaux. Donc, ils n'avaient plus de besoin, d'urgence d'avoir des magazines écolos spécialisés. Donc, peut-être ça qui s'est passé. Je ne sais pas, mais j'avais un peu l'impression que voilà. On continue à faire, mais on n'a pas, on est vraiment, on peut vraiment accéder partout, quoi. D'accord. Donc cette fiche n'avait plus de raison d'être parce que finalement les relations entre journalistes n'étaient plus nécessaires. C'est ce que je dis sur l'association allemande. Mais la FIGE, c'est autre chose parce que ça, c'est vraiment pas. Dans beaucoup de pays, c'est tout à fait différent. On a appris qu'il y avait des journalistes où c'est. Bon, dans le monde arabe, par exemple, il y avait un échange entre des journalistes dans l'Amérique latine. C'était dangereux. Vous l'avez mentionné, c'était vraiment dangereux de parler de certains sujets et ils ont eu besoin d'un soutien international. C'était vraiment crucial pour eux, c'était vraiment très important et et parfois il y avait des petits pays où c'était un seul journaliste qui s'en occupait. Je me souviens parce que je l'ai visité il y a 2 ans. En Albanie, de Cemal. Je te souviens, Cemal, c'était le seul en Albanie dans ce temps qui osait de parler d'écologie. Donc alors, ils étaient tellement isolés qu'en support international, c'était super important. Et c'est pour cela que je regrette. C'est plutôt, la FIGE n'a pas continué à travailler parce qu'il y avait un moment où on avait un peu de financement de la part des Nations Unies, d'autres organismes internationaux, mais pour fonctionner avec une base constante, on n'a pas eu assez de fonds pour avoir un secrétariat payé. Bon, moi, j'avais un poste qui, dans le temps, il s'appelait secrétaire général. Je me sentais un petit peu comme dans l'Union soviétique, mais bon, c'était en fait, c'était un secrétariat bénévolé, donc j'ai pu faire ça pour une décade, et puis je me suis épuisé. Il y avait d'autres qui me suivaient, mais on ne peut pas faire ça à long terme. Donc, peut-être le besoin, il est toujours là. Je suis sûr, il est toujours là. Oui, je suis en gros d'accord avec Valentin, mais si la fiche a disparu rapidement finalement, c'est peut-être parce qu'elle n'était pas nécessaire ou parce qu'elle était contre nature. C'est-à-dire que pour les 2 raisons qui nous opposent, nos méthodes de travail, moi je suis un journaliste qui travaille individuellement sur l'actualité, quelle qu'elle soit une actualité de conflit armé ou d'environnement, alors que Valentin travaille sur des dossiers de fond qu'il a le temps d'examiner. J'ai vu, puisqu'il m'est arrivé aussi de faire des films, c'est probablement là le problème, c'est que ça n'était pas nécessaire et c'était contre finalement le sentiment d'une partie des journalistes qui ne sont pas, comme on disait autrefois, qui ne sont pas des partageux. Et on les comprend. Ils ont une matière qu'ils ont construite. Ce que Valentin prépare pour mettre dans son film, il ne va pas le partager avec tout le monde non plus. Pas plus que moi, je vais partager ma découverte de ce qui s'est passé à Tchernobyl ou à Fukushima. Fukushima, j'y suis allé tout seul et je n'ai pas raconté comment j'avais réussi à rentrer dans cette usine et comment j'avais réussi à déjouer les pièges des Japonais qui, ceci dit en passant pour revenir à une autre discussion de ce matin, étaient beaucoup plus habiles que ceux des Soviétiques. Mais c'est quand même dommage, hein, parce qu'il y avait certainement d'autres
journalistes. Il y a des réseaux maintenant sur Facebook ou d'autres où les journalistes qui ont un obstacle en Libye ou je ne sais pas où, ils demandent aux collègues comment tu as fait. Mais là, c'est une chose qu'on peut faire, non? Oui, l'entraide de déplacement ou le nom d'un fixeur, c'est-à-dire de celui qui traduira les entretiens avec les autres, oui, ça je peux, et je l'ai fait souvent, et on l'a fait souvent pour moi, comprendre la coopération technique. Mais dès qu'on arrive à l'information, c'est peut-être parce que c'est 80 balais que je suis de la vieille école. Mais je ne partage pas. Je ne partage pas l'information. Je partage simplement la manière de la trouver. Alors je dirais que je suis un peu d'accord avec les deux dans le sens où quand je vais faire du reportage, je vais être toute seule et j'ai plus peur qu'il y ait d'autres journalistes qui m'accompagnent qu'autre chose parce que j'ai pas d'intérêt en fait avec d'autres personnes à part peut-être avec un fixeur. Mais par contre, je pense qu'on a beaucoup à gagner à collaborer, même en France, au sein de journaux français, ou peut-être entre journaux, radio, etc., pour mettre les forces en présence quand il faut faire de l'enquête, par exemple analyser des dizaines de centaines de milliers de pages ou des archives énormes, ou alors chercher, je pense que c'est plus ce que tu fais toi, mais des données géographiques ou des bateaux, réussir à repérer via des satellites des bateaux, ce genre de choses qui sont extrêmement chronophages. Dans nos rédactions qui sont très limitées économiquement et de plus en plus, c'est vrai que je pense qu'on a vraiment quelque chose à gagner à collaborer. Et après, un autre type de collaboration où c'est vrai que l'enjeu économique peut être aussi important. Par exemple, là, j'avais la possibilité de travailler avec une de nos pigistes correspondantes en Colombie sur une affaire de trafic de grenouilles protégées. Et on s'était dit, tiens, pourquoi pas, est-ce qu'elle ferait le reportage depuis la Colombie, comment ça se passe en Colombie, et moi depuis la France, et écrire un article à 4 mains, ou à 2 mains. Et, sauf qu'il s'avère qu'elle m'a dit finalement, économiquement, c'est plus avantageux pour elle, en tant que pigiste, d'écrire le papier toute seule. Et donc, vu que la place est limitée, donc finalement, cette collaboration est tombée à l'eau. Alors, pour le coup, moi, je pense que le point de vue le plus radicalement opposé au vôtre qui puisse exister, mais bon, pour le coup, je ne travaille pas depuis très longtemps, mais j'ai travaillé que pour des consortiums. Donc, aucun de mon travail n'a jamais été publié par moi. Tout est donné, y compris à des gens qui n'ont jamais travaillé sur le sujet. Mais je pense que ce n'est pas quelque chose de par nature. Je pense qu'il n'y a pas de blocage par nature. Parce que du coup, moi, je ne suis pas journaliste environnementale, mais je suis enquêtrice. Et la communauté des journalistes d'investigation est connue pour être les plus solitaires et ceux qui voulaient le moins partager. Et depuis 10 ans, je pense que ça a énormément changé. Il y a énormément de projets collaboratifs en enquête et aussi en enquête environnementale. Je pense que je ne peux pas dire s'il y a plus de collaboration entre les journalistes qui couvrent l'écologie, mais en tout cas, parmi les journalistes collaboratifs, on va dire, internationaux, il y a un intérêt de plus en plus important pour les sujets environnementaux. Il y a une conférence du coup à Hambourg il y a quelques semaines qui est le grand raout des journalistes on va dire d'enquête internationaux. Il y avait beaucoup plus de sujets sur l'environnement, je pense, que les années précédentes. Et je pense que ça a vraiment un intérêt de plus bosser seul. Je pense que ça a plus de sens. Enfin, souvent, ça n'a pas de sens de bosser tout seul quand il y a une possibilité de collaborer. Parce que, alors, encore une fois, c'est une expérience beaucoup moins longue, donc j'ai moins de recul, mais de ce que j'ai vu avec les journalistes avec lesquels on travaille, c'est que personne n'est bon dans tout, généralement, mais que plein de gens sont complémentaires, y compris sur le terrain. Plein de gens vont avoir des personnalités différentes qui vont faire qu'ils vont pas avoir le même rapport avec les gens sur place, et que d'être ensemble, généralement, ça les freine pas, mais ça leur ouvre plus de portes. En plus des compétences juste tout à fait différentes, de gens qui vont être plus doués pour faire de l'analyse de données, des gens qui vont être plus doués sur le terrain, des gens qui vont être plus doués pour autre chose. Je pense que ça a du sens aussi de créer des liens vraiment de long terme entre les rédactions, et que le moyen de faire ça, c'est de bosser ensemble pour connaître vraiment les gens, avoir confiance en eux, et ce qui fait que la prochaine fois, on repense à eux et on a envie de retravailler avec eux, et que c'est pas
un sacrifice, mais qu'on a vraiment sincèrement envie de partager le travail. Je pense qu'il y a des sujets aussi qui sont parfois trop dangereux et qui nécessitent, pour lesquels ça a vraiment une plus-value d'avoir des gens qui ne sont pas du tout inscrits dans le contexte national ou dans le contexte régional qui viennent aider. On travaillait du coup en Inde avec une journaliste qui est journaliste indépendante qui écrit sur les mafias du sable et qui est extrêmement menacée, qui a des procès à ne plus en finir et pour qui c'était vraiment incroyable ça donne un écho incroyable à son travail de pouvoir travailler avec des journalistes du monde entier et de pouvoir aussi republier leur travail. Je pense que cet échange-là, quand on est dans des pays où on peut pas du tout, où c'est compliqué de publier sans se retrouver avec des conséquences vraiment réelles au quotidien, ça apporte un soutien incroyable d'avoir une communauté de journalistes et de ne pas être tout seul. Et c'est surtout, je trouve que les deux principales raisons, c'est travailler avec des collègues qui ne sont pas dans le même contexte que nous, ça nous fait voir nos angles morts, des bouts d'histoire auxquels on n'aurait pas pensé, des points d'enquête qu'on n'aurait pas abordés ou des noms qui ne vont pas nous parler. Et pour quelqu'un d'autre, ça va être immédiatement faire tilt et ça va ouvrir des pans d'enquête auxquels on n'avait pas du tout pensé. Et c'est surtout, ça donne un impact, mais tellement plus grand au travail. Moi, du coup, avant, j'ai quasiment travaillé que sur l'évasion fiscale avant ça. Et entre une histoire publiée dans un pays et une histoire publiée dans 100 pays, mais il n'y a pas... ça reste dans la tête des gens beaucoup plus longtemps en tant que sujet qui compte. Et je pense qu'au niveau... Sur des sujets comme l'écologie, c'est vraiment hyper important. C'est clé que le sujet disparaisse pas et reste en tête. Et je pense que de faire des grosses publications avec plein de journalistes d'un coup, ça aide à avoir ce résultat-là. Et ça force beaucoup plus les institutions à réagir et à prendre des mesures et à se sentir obligées de faire quelque chose au moment de la publication. Voilà. À la fin, je crois que c'est pas une question on est solitaire ou collaboratif, c'est plutôt il faut forcer aux chaînes et aux maisons d'édition de payer la recherche. Et le moment où le recherché il est payé, on peut se regrouper, on peut avoir une collaboration entre une chaîne et des journaux et des radios sur le même sujet. Ce sont ceux qui font la recherche et d'autres vont publier tout ça. Et c'est surtout une question qu'un journaliste d'autrefois, il faisait la recherche et il écrivait son histoire. Et maintenant, avec des sujets assez internationaux, assez complexes, parfois, il faut avoir une collaboration ou peut-être tu n'écris pas ta propre histoire que tu as recherchée. Voilà. Bien, rapidement, puisqu'il nous reste 5 minutes, je voulais quand même vous soumettre la question de l'engagement du journaliste. Ce matin, Marc-Ambroise Rendu disait que, alors je ne sais pas si c'est emblématique du journaliste français, mais que le journaliste environnemental est nécessairement engagé, croit à la cause qu'il défend. Et donc, se pose la question quand on coopère avec d'autres journalistes à l'étranger, de la rencontre d'autres cultures politiques. Et voilà, dans vos expériences respectives, est-ce que justement ce filtre de l'engagement écologiste a été peut-être un obstacle ou au contraire un moteur voilà, est-ce que tous les journalistes mettent la même chose derrière le journalisme environnemental et qu'est-ce que ça a pu avoir comme conséquence? Il n'est pas simple de répondre à toujours pas cette connerie. Il n'est pas simple de répondre à cette question. Moi, je connais Valentin depuis 35, 40 ans. Je ne sais pas pour qui il vote, parce que c'est pas mon problème. Je ne sais pas s'il est social-démocrate ou conservateur. Et ça ne m'intéresse pas. Genre, sauf si c'est un mec du Front National, alors là, il n'y a pas de dialogue possible. Mais autrement, c'est pas là le problème.
c'est pas le problème de nos affinités politiques. Le problème, c'est, avec Valentin, avec d'autres, c'est le problème de nos affinités professionnelles. Comment on travaille, pourquoi on travaille, comment on le fait, etc. etc. Et en fin de compte, je comprends ce qu'il vient de dire, ce qu'il a dit tout à l'heure. Moi, j'ai toujours été un solitaire, et parce que je travaillais sur l'actualité, sur le mort qui venait de tomber sur un champ de bataille, alors que lui fait des sujets de fond qui sont beaucoup plus sérieux, beaucoup plus intéressants d'ailleurs que l'actualité qui... Le lendemain, le journal, il est accroché dans les chiottes, hein, donc on s'aperçoit que ça va et ça vient. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre. Et puis peut-être qu'effectivement, si j'en juge par ce que disent mes deux consoeurs, bon, j'ai un peu vieilli et ma réflexion est un peu obsolète. Mais je persiste à croire que, comme le travail de l'écrivain, que je suis également, c'est un travail éminemment solitaire qu'on livre au lecteur du journal, au lecteur du bouquin. Et c'est comme ça qu'on doit évoluer. On ne peut pas devenir une bonne, chic bande de copains qui écrivons tous le même article. C'est impossible. On peut faire le même film, mais pas le même article. Oui, c'est bon. Justement, alors, c'était assez intéressant, et notamment avec le fait de travailler avec des journalistes au Guatemala. Donc, c'est un tout petit peu différent, et encore une fois, je suis désolée, c'est que je sais pas, j'ai couvert ce sujet que pour un seul projet, donc j'ai pas du tout de perspective générale, mais sur ce cas précis, la question de l'environnement, elle est très liée à la question des terres, et qui est un problème historique du coup au Guatemala. Et donc du coup, c'est tout à fait différent parce que les journalistes avec lesquels on travaillait sur place, c'est déjà pas forcément des journalistes, c'est des journalistes, mais pas comme on l'entendrait en France. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup, ils font ça en plus d'un autre métier, et ça fonctionne pas du tout pareil. Eux, ils étaient tous mayas, ils vivent sur place, donc ils sont vraiment touchés par le problème directement. Donc du coup, c'est beaucoup plus compliqué de prendre le problème de façon froide et en se détachant, parce que les pêcheurs qui sont affectés, ils les connaissent. Parce que la question de la propriété des terres pour la communauté maya quechua au Guatemala, ça les concerne directement, ça concernait aussi leur famille avant eux, et que en plus, dans le cas du journaliste avec lequel on travaillait le plus, il était directement poursuivi par le gouvernement, donc ça fait que le sujet est un peu personnel pour lui. Et donc du coup, ça change tout à fait le rapport, et c'est vraiment quelque chose qui est déroutant quand on vient d'une culture journalistique très occidentale, très aucune opinion nécessairement, où on fait de l'enquête sans s'impliquer émotionnellement sur le sujet. Donc c'est assez déroutant, mais c'est aussi intéressant parce que ce sont eux qui sont les plus légitimes pour couvrir le sujet aussi. Donc on n'a pas à dire on va couvrir le sujet de telle façon, mais c'est intéressant d'avoir les deux perspectives, parce que je pense qu'à la fois ça renforce, d'avoir quelqu'un qui est très détaché du contexte aussi, ça aide à améliorer l'enquête et à améliorer le papier. Et ça permet de... on regarde la contamination du lac, nous quand on arrive, on fait faut vérifier exactement, regarder si ça a été directement causé par la mine, ou est-ce que ça peut être quelque chose d'autre à côté. Et donc ça, je pense que ça renforce l'enquête d'avoir cette perspective plus détachée. Et en même temps, je pense que moi je ne suis pas allée au Guatemala, mais tous les journalistes qui y sont allés comprennent beaucoup mieux le sujet et comprennent beaucoup mieux les enjeux du sujet en le voyant à travers leurs yeux à eux et en enquêtant sur place avec eux. Donc c'est quelque chose qui est très déroutant et qui ne se résout pas parce que nos cultures journalistiques ne sont pas retrouvées à mi-chemin, et on n'a pas fait un truc tranché en deux. Chacun publie des papiers, ses propres papiers, mais je pense qu'il y a beaucoup à apprendre de ces deux perspectives-là. Et je trouve que les collaborations qui sont pas juste entre pays européens, on va dire, mais avec des régions du monde qui ont des cultures journalistiques très différentes, c'est vraiment enrichissant.
faut s'arrêter. Pardon. Lorsque j'étais au Kosovo, pour reprendre cet exemple, ou lorsque je me trouvais en Irak, l'une de mes satisfactions, c'était de réussir à coopérer avec un ou plusieurs photographes sur un sujet inattendu pour lui. Au Kosovo, je me souviens avoir traîné des photographes, photographier des oiseaux sur un lac. J'ai fait la même chose sur un canal en Irak. C'est-à-dire que je les ouvrais, et là je me sentais responsable, je les ouvrais à une autre problématique que celle de la guerre. Ils faisaient des photos d'oiseaux, ils faisaient des photos d'animaux, et beaucoup de ceux que j'ai retrouvés, parce que j'étais ou français ou moldovadac ou peu importe, ceux que j'ai retrouvés après m'ont dit « Tu sais, j'en ai refait des photos. C'était drôlement bien ce truc. » Voilà. Ça, c'est un exemple de coopération dont je suis fier et que je suis prêt à recommencer demain. Oui, très bref. En zéro, c'est pas possible, mais j'essaie parce que c'est vrai que l'engagement politique, c'était assez différent. Dans beaucoup de pays, c'était vraiment des activistes qu'on a rencontrés dans la FIGE, dans la fédération, et tandis que chez nous, on se méfiait. Là, c'est un gars qui vient d'une association de journalistes de l'écologie. Là, il est plutôt activiste, il n'est pas objectif. Et moi, j'ai lutté pendant longtemps parce que je suis vraiment convaincu qu'il n'y a pas d'objectivité. On fait un choix dans l'article, dans un film. Il y a une chose qui est différente aux activistes, aux ONG, c'est fairness. Comment ça se dit en français? La fairness, être juste, écouter l'autre côté. Voilà. C'est une chose qui est peut-être différente quand on est journaliste, mais objectivité, non, je n'y crois pas. Même aux États-Unis, on avait un débat assez long sur advocacy. Est-ce qu'un activiste peut être journaliste? Voilà. Pour nous, ça menait à la fin, parce que je vous ai un peu expliqué comment les discours soupes ont été inventés. Ça menait à un petit groupe de travail que je menais dans notre chaîne de télévision qui s'appelait Journalisme de campagne. C'est une contradiction qui à beaucoup de gens fait mal, et moi je réfléchis à pourquoi je trouve tous les deux mots bien, mais ensemble ça fait du mal. Et dans mon cas, j'ai réfléchi et je me dis, oui, quand j'ai fait une campagne, c'est bien, c'est pas mauvais, mais elle est différente d'une campagne de Greenpeace ou de n'importe quelle ONG, parce que je fais une campagne pour élargir, pour créer un débat public, et eux, ils ont ils veulent avoir changé une loi ou veulent avoir des donations ou n'importe quoi, mais ils ont un but assez serré, et moi j'ai un but assez ouvert. Donc ça, c'est la différence, et c'est pour cela, je crois, engagement politique, oui, pourquoi pas, mais peut-être c'est quand même différent d'un activiste d'une ONG.